Place au parti pris. Nous rejoignent Ruth Elkrief pour la politique, Abdou Chelmani pour l'international et François Langlais pour l'économie. Bonsoir à vous trois. Bonsoir David. Et c'est vous qui commencez, Ruth. Bonsoir David. Parce que la grande affaire politique du jour à l'Assemblée, ça n'était pas le budget pour une fois. C'était l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Concert de ricanement et de scepticisme. Et vous vous dites, et si pour une fois on y croyait au lieu d'être tout le temps aquaboniste? Oui, parce que évidemment, dès qu'on entend parler de ce type de mesures, la première réaction c'est ça ne va pas marcher. Alors moi, je vais vous dire pourquoi ça pourrait marcher et pourquoi on doit tout faire pour que ça marche. Mais d'abord, peut-être un petit rappel des dégâts des réseaux sociaux sur les jeunes, vus par les jeunes eux-mêmes. Écoutez. 5 heures. Par jour? Oui, par jour. Okay. Des fois, j'ai désinstallé, mais après, je réinstalle. Snap, TikTok, Insta, WhatsApp. Et tu passes combien de temps dessus par jour, tu sais à peu près? Je sais pas, 2 heures. C'est beaucoup toxique parce qu'après, on veut passer beaucoup plus de temps. Et après, ça nous empêche de bien travailler. Et, on a des problèmes à l'école. Oui. Bon, vous voyez que la loi examinée aujourd'hui à la demande du Parti Renaissance et du gouvernement est utile, sinon salvatrice. Je vous ai passé... Tous ceux qui ont des ados peuvent le comprendre, et même des enfants en bas âge, parce qu'ils peuvent se projeter et donc comprendre à quoi ça peut servir. Et on l'a vu, donc plus de 4 jeunes sur 5 âgés de 11 à 17 ans utilisent au moins une fois par jour une grande plateforme, et même 44% des jeunes accèdent aux réseaux sociaux avant 13 ans. Donc évidemment... c'est un énorme problème. Ça ne va pas marcher, c'est ce qu'on nous dit toute la journée. Et pourtant, on va essayer de voir pourquoi ça pourrait marcher. D'abord, pourquoi ça ne va pas marcher? C'est vrai que déjà en Australie, puisqu'on en avait parlé ici, fin décembre, ils ont interdit les réseaux sociaux. Le premier pays au monde à le faire. Exactement. Et il y a déjà eu 5 millions de comptes qui ont été désactivés. Mais en même temps, il y a eu aussi des petits jeunes très malins qui se sont équipés de fossiles ou d'autres accoutrements et qui se sont vieillis pour tromper le logiciel de reconnaissance faciale. Donc, oui, c'est vrai, on va pouvoir détourner, on va pouvoir peut-être un peu tricher. Mais est-ce que c'est une raison pour abandonner cette cause qui s'avère cruciale pour nos enfants? Non, parce que si on suit ce raisonnement, il fallait pas interdire le tabac aux enfants, l'alcool, que sais-je, il fallait pas interdire la cigarette au restaurant, dans les lieux publics. Parlons du voile ou de la baya à l'école, tout le monde a dit ce sera impossible, ce sera jamais, on n'y arrivera pas. Et ça s'est passé mieux que prévu. Bon, alors écoutons, Gabriel Attal et Aurore Berger, eux aussi veulent y croire. Si on vote ce texte et si ensuite le gouvernement fait ce qu'il faut pour l'appliquer, ça peut rentrer en vigueur cette année. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas parce que c'est une nécessité. La France peut être le premier pays européen à l'interdire. Ce sera aux parents de la faire respecter, cette interdiction. Ce sera aux parents de la faire respecter, ce sera aux plateformes de pouvoir le vérifier, ce sera notre responsabilité collective. Voilà, c'était au micro d'Adrien Jeanne que vous avez reconnu sur TF1. Bon, il est évident qu'une nouvelle norme sociale, ça met du temps à s'installer. Il faut aller assez vite. Alors, je voudrais reprendre ce que Chloé Morin, la politologue, qui a énormément travaillé sur cette question, qui a fait un livre là-dessus, dit, mais pourquoi interdire plutôt que faire de la pédagogie? Parce qu'en fait, la pédagogie, on l'a fait depuis un bon moment déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les parents des catégories favorisées peuvent l'appliquer et sont ce sont les conscients. Catégories favorisées qui savent qu'il faut protéger leurs enfants. Les catégories populaires, en revanche, ne savent pas et trinquent lourdement. Voilà, et donc ça accroît les disparités éducatives et sociales. Donc une loi, ça sert de signal clair et lisible, ça sert de norme. Les réseaux sociaux, c'est nocif, et ça, c'est une grande avancée. Et puis c'est un signal aux plateformes. N'abîmez plus le cerveau des enfants, et donc ils vont logiquement, par raisonnement économique, ils vont s'adapter, en fait, et diminuer, ils vont être obligés de diminuer les contenus addictifs et s'adapter en fait à la demande qui va bouger. Donc le projet qui est examiné aujourd'hui, d'ailleurs, il est progressif. Ça s'appelle un système à 2 étages. Attention, il va d'abord être une interdiction simple des réseaux jugés dangereux, et c'est un décret gouvernemental qui va juger quels sont les réseaux les plus dangereux. Et l'Arcom va être consulté. Et il y a d'autres séries de réseaux sociaux qui vont être sous contrôle parental. Et la preuve qui s'adapte, c'est que déjà, les plateformes se battent pour essayer de trouver les meilleurs contrôles parentaux, les meilleurs moyens, les plus faciles, les plus simples, les plus accessibles. Donc, ils vont s'adapter. Et tout le monde va s'adapter. Il y a aussi des ingénieurs français qui commencent à réfléchir à trouver des réseaux sociaux beaucoup plus vertueux. Donc,
il va y avoir la loi, ça sert à ça aussi à un moment donné, à booster et à faire évoluer des normes. Et d'ailleurs, pour conclure, plusieurs sondages indiquent à quel point les adultes, bien sûr, mais les jeunes aussi, sont favorables à cette interdiction. 89% des Français pour l'interdiction et 74% des 18-24 ans. Donc ça veut dire que eux, ceux qui savent ou qui l'ont vécu et qui ont compris que c'était une forme d'esclavage, sont aujourd'hui convaincus qu'il faut l'interdire. Il y aura évidemment toujours une part de responsabilité individuelle et parentale, c'est normal, mais sachez qu'au Danemark, en Espagne, en Grèce, en Norvège et même en Irlande, le pays qui abrite les sièges des géants américains de la tech, on prépare des lois dans le même sens. Bon, non au défaitisme ? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Écoute, je pense d'abord que c'est une très bonne mesure et il est évident qu'elle va être appliquée avec des taux d'acceptation comme celle-là. D'ailleurs, ça dépend aussi des parents. C'est sûr. Donc, je pense que dans 20 ans, on se dira mais comment est-ce qu'on a pu faire ? Mais alors, il y a un autre niveau d'analyse. C'est vrai qu'on a changé d'époque. Souvenez-vous, il y a 25 ans, on inventait Internet, c'était le libertarisme complet, aucun garde-fou. Et aujourd'hui, on comprend les effets nocifs de tout ça, et le climat est plutôt au contrôle, à l'encadrement. C'est bien une mesure de notre époque. Et puis c'est comme si on disait, faut renoncer à la loi qui interdit les vols dans les magasins, puisque j'ai vu quelqu'un qui piquait des oranges. Voilà, Amnous. Ouais, c'est toujours pareil, les interdictions, je pense, je suis jamais pour, parce que je pense qu'il y a cette manière de détourner, et que je crois en la démarche individuelle et surtout parentale. Et je me dis, la seule vertu de ces débats, c'est qu'on en parle et peut-être qu'effectivement des parents peuvent se rendre compte du mal que ça fait. Internet, moi je pense que ça reste un outil et on le voit dans des pays qui vivent sous tyrannie et à quel point c'est fondamental pour eux pour pouvoir communiquer, avoir accès quand même à un oxygène de liberté. Donc tout n'est pas jeté, mais encore une fois, c'est quelque chose qui a rien à faire dans la main des enfants. Mais des gamins de 12 ans. Vous êtes contre l'interdiction? Ah mais moi je suis contre toute forme. Je pense que grande libérale. Oui, vraiment. Moi je pense que les interdictions finissent toujours par se retourner, qu'il y a toujours des moyens détournés. Là, le coup de mettre des fossiles ou des moustaches, et les gamins vont trouver d'autres moyens. En Australie, ils ont trouvé en une semaine. Sera une minorité. Et en même temps, oui, mais le problème c'est que les copains vont être sur le truc, ça entraîne et que la jeunesse c'est ce moment d'entraînement collectif. Une nouvelle norme s'installe. Mais que des parents comprennent et que même les gamins eux-mêmes prennent conscience que passer 5 heures à regarder, prendre des trucs conscience, débiles, c'est bien. Parce qu'on n'est pas dans les vœux pieux, prendre conscience que... Bah non, parce que moi je crois vraiment, je suis une vraie libérale, je crois vraiment à l'individu, quoi. Et je pense que le changement viendra de l'individu, de la prise de conscience, et c'est comme ça. Pardon, sur la cigarette, on a interdit, c'est pas les campagnes pour dire fumer c'est mal qui ont joué. Je pense même pas que ça soit l'interdiction. Justement, c'est l'interdiction. Je pense que ça a été. Alors, je crois pas acheter un paquet de clopes quand on a moins de 18 ans. La ceinture de sécurité, les cigarettes. Moi, je pense que c'est la prise de conscience, c'est que quand on a vu autour de nous aussi mourir énormément de personnes du cancer des poumons, c'est toujours pareil. C'est le choc individuel et puis le fait que, l'interdiction peut-être dans les bars de se dire en hiver, j'en ai marre de me les cailler pour griller une clope. François, votre parti pris économique, et pendant ce temps, alors il y a une telle actualité qu'on ne voit pas ça, mais aujourd'hui, ou demain peut-être, non, aujourd'hui, demain, l'Union européenne est en mouvement, et elle conclut un accord de libre commerce, de libre échange, avec l'Inde, le premier pays du monde. C'est même plus vaste qu'un accord de commerce. Effectivement, alors Madame von der Leyen, président de la Commission, Antonio Costa, le président du Conseil, sont à New Delhi demain pour essayer de conclure cet accord de libre échange qui est en discussion depuis 20 ans, mais c'est vrai qu'il y a une certaine accélération. C'est l'accord des deux déçus de Trump. L'Europe, pour des raisons évidentes que j'ai pas besoin de rappeler. L'Inde, rappelons qu'elle s'est quand même mangé des droits de douane de 50% de la part de Trump, qui l'a vraiment bâché, alors que l'Inde considère évidemment qu'elle est un maître du monde à venir. De quoi s'agit-il avec cet accord ? De baisser les droits de douane, en particulier sur les voitures et sur les vins et spiritueux, qui sont aujourd'hui matraqués en Inde. C'est l'un des pays les plus protectionnistes. Sur les voitures, c'est pas seulement les Allemands qui pourraient en profiter, parce qu'il y a des voitures moyen de gamme fabriquées par Renault et Stellantis. Il n'y a pas de volet agricole, contrairement au Mercosur. Puis de l'autre côté, il y a un certain nombre de difficultés, parce que les Indiens se plaignent de la taxe
sur le carbone que nous mettrions en place et qui frapperait leur acier. Tout ça se négocie en ce moment. Et idem sur les normes de qualité pour l'industrie pharmaceutique. Vous savez que l'industrie du générique est en Inde l'une des plus puissantes du monde. Les enjeux économiques sont bien réels. C'est pas la Chine, l'Inde, faut rappeler ça. Le PIB est inférieur à celui de l'Allemagne. Les échanges, c'est en gros 1000 milliards, quand la Chine est à 6000 milliards. Mais croissance forte, de 7 à 8% par an. La nouveauté, justement, David, intéressante, c'est que cet accord commercial se doublerait d'un accord stratégique. Un partenariat de défense et de sécurité. L'Europe commence à lier commerce et stratégie. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Elle se met à l'heure du nouveau monde, tant mieux. Il s'agit pour l'Inde de contrer la menace chinoise dans l'Indo-Pacifique et pour l'Europe, singulièrement pour la France, de retrouver un pied dans cette zone stratégique. On se souvient qu'on s'est fait sortir de l'AUKUS, cet accord entre l'Australie, le Royaume-Uni et puis les États-Unis. Les fameux sous-marins. Oui. Pour conclure, l'Inde et l'Europe, ce sont deux puissances moyennes, écrasées, malmenées, par les deux superpuissances et qui cherchent à desserrer les taux et qui du coup développent une stratégie d'alliance en dehors des deux gros. Et ça nous montre la voie pour l'avenir. Évidemment, les temps qui viennent sont bien sûr les temps des militaires, mais aussi les temps des diplomates pour inventer ces stratégies de collusion, en quelque sorte, entre les puissances moyennes pour faire pièce à ces géants qui sont de plus en plus agressifs. C'est exactement le discours de Mark Carney. Tout à fait. Le Canadien. Mais c'est le Canadien. Certains Américains disent ça en disant, en fait, on va créer des alliances différentes, on va créer des nouveaux blocs qui vont, sur lesquels on n'aura plus aucune influence. Amdouz, votre parti pris international, alors on se souvient qu'il y a eu des purges dans l'armée chinoise il y a quelque temps, mais là, c'est la tête de l'armée qui est touchée, et ce qui représenterait pour nous le chef d'état-major et le ministre de la Défense en même temps, eh bien, est accusé d'espionnage. Et si ce n'était que ça, effectivement, 24 janvier 2026, ministre chinois de la Défense a annoncé l'ouverture d'une enquête contre le général Zhang Yuxia, vice-président de la commission militaire centrale. Donc, rappelez-vous, on est en mode Parti communiste chinois et membre du bureau politique du Parti communiste chinois pour, je cite, grave violation de la discipline du parti et des lois de l'État. Alors, cette formulation, on commence à la connaître parce que ça veut dire corruption. Et effectivement, Zhang Yuxia aurait accepté, je cite, des sommes considérables d'argent en échange de promotion au sein de l'armée populaire de libération. Et cette accusation fait référence d'ailleurs à deux officiers successifs qui ont été nommés ministres de la Défense et qui tous deux ont été expulsés du parti et qui ont été purgés. Ça s'arrête pas là. Zhang est aussi accusé d'avoir constitué des cliques politiques. Il aurait créé des loyautés alternatives qui, je cite, sapent l'unité du parti et endommagent gravement le système de responsabilité du président de la commission militaire centrale. En termes normal. J'adore ce mot, loyauté alternative. Oui, voilà, c'est qu'après, il faut savoir décrypter le langage du Parti communiste chinois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire c'est qu'il a touché à la loyauté politique envers Xi Jinping, ce qui devient très sérieux. Et enfin, là, c'est le Wall Street Journal qui nous apprend ça. Il est aussi accusé d'avoir transmis des informations secrètes sur le programme d'armement nucléaire aux États-Unis. Et alors, toujours selon le Wall Street Journal, comment est-ce qu'on a découvert ça ? C'est les preuves auraient commencé. Alors, c'est le 19 janvier que l'histoire commence. C'est l'annonce de l'enquête sur Gu Jun. Gu Jun, 63 ans, est l'ancien directeur général de la China National Nuclear Corporation, qui supervise l'ensemble du programme nucléaire civil et militaire de Pékin. Et c'est en enquêtant sur lui le 19 janvier, l'enquête commence officiellement à ce moment-là, que les autorités découvrent je cite, une faille de sécurité dans l'industrie nucléaire impliquant Zhang. Et donc le 25, c'est lui qui a arrêté pour espionnage. Alors c'est intéressant, pourquoi est-ce que j'insiste sur la chronologie ? C'est que les fameuses purges dont vous parliez, qui ont commencé en 2023, et c'était dans les forces des missiles, dans les forces aériennes, qui ont commencé en 2023, ça a commencé comme ça. C'est avec les entreprises, et petit à petit, c'est monté dans la hiérarchie. C'est à peu près le même schéma. Et alors là où l'affaire prend des proportions dingos, c'est que Zhang Yuxia, 75 ans, n'est pas n'importe qui. C'est un très proche, pour ne pas dire un frère d'armes, voire un frère de sang de Xi Jinping. Ils sont tous les deux issus de ce qu'on appelle le Prince-Sealing. C'est les descendants de la première génération de révolution communiste. Parce que figurez-vous que leur père,
eux deux sont issus de la même province du Shaanxi et ont combattu côte à côte durant la guerre civile chinoise. D'ailleurs, le père de Zhang était un commandeur légendaire de l'armée de libération chinoise. Et ils ont progressé ensemble, les deux, Xi Jinping et Zhang. Yuxia, ils ont progressé ensemble. Dès qu'un était nommé, l'autre le suivait. Donc c'est vraiment, ils ont grimpé les échelles ensemble dès l'enfance. C'est là où c'est intéressant, c'est que cette accusation d'espionnage nucléaire, elle peut être vraie ou pas. J'allais dire, qu'importe. Ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment que fait Xi Jinping, c'est le fait d'accuser des élites qu'il a lui-même promues. C'est, moi, je trouve qu'on commence à tomber dans les purges à la stalinienne, vous savez, qui s'entretiennent comme ça. C'est que nul n'est à l'abri, même mon propre frère de sang n'est pas à l'abri, et que tout le monde doit être aligné. Et c'est intéressant parce qu'entre 2023 et 2026, plus de 50 officiers supérieurs et dirigeants de l'industrie de la défense ont été visés par des enquêtes et démis de leurs fonctions. La purge a touché environ 20% des officiers de haut rang de l'armée de libération chinoise, et depuis l'arrivée au pouvoir de Xi en 2012, la moitié des membres en uniforme de l'armée chinoise ont été démis de leurs fonctions ou sont portés disparus, au choix. Et c'est cet homme-là qui a mené, pour la plupart, ces purges terribles dans l'armée chinoise, et qui, à son tour, c'est en ça que c'est notamment le mécanisme. C'est en s'auto-entretien. C'est qu'à un moment, c'est les aveux. Il va peut-être faire des aveux au nom de son père et de la collaboration de ses deux familles, etc. Mais là où ça devient dangereux, c'est qu'évidemment, vous savez, il y a l'objectif Taïwan 2027. Xi Jinping a demandé à ce que l'armée chinoise soit opérationnelle pour intervenir à Taïwan en 2027, et que dans 2 ans, vous avez aussi le 21e congrès du Parti communiste qui va donner un 4e mandat. Ça, c'est quasiment certain à Xi. Et que tout ça risque d'être comprimé pour une seule raison. Souvenez-vous, après la guerre d'Espagne, Staline avait décidé de purger son armée, et il avait purgé de 36 000 officiers. Donc il n'y avait plus personne qui savait rien faire dans l'armée. Et arrive la Seconde Guerre mondiale avec la catastrophe qu'on connaît, où désorganisation de l'armée, plus personne ne sait où il habite. Et là, avec ces purges, de préférer, j'allais dire, la pureté paranoïaque politique à l'efficacité militaire, c'est peut-être ça qui finira par faire tomber Xi Jinping. C'est pas impossible. C'est passionnant. Et on a du mal à voir clair dans cet ensemble tellement opaque. Et en tout cas, ça purge. Ça, c'est très clair. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.